pour le test de dépistage à la Covid-19. À l'issue du dit test, ils feront leur entrée au centre de formation militaire de Bembereke. Voilà, nous abordons à présent la causerie matinale. Nos invités sont déjà sur place. Bonjour, Loge Ganaro. Bonjour, cher ami. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Tout à fait. Très bien. Avec vous, nous avons Hospice Yevimi Ronton. Il est linguiste, journaliste aujourd'hui, web journaliste. Il a parcouru plusieurs rédactions. Hospice Yevimi Ronton, bonjour. Bonjour Théodule Lonsa. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le premier sujet. Il s'agit donc de la saison pluvieuse, début saison pluvieuse au Bénin, la récurrente question d'inondation. Eh bien, vous le savez très bien, Cotonou, en tout cas certaines villes du Bénin sont souvent inondées pendant la période des pluies. Et puis nous venons donc de démarrer cette saison. Et déjà, les premières pluies sur Cotonou et les autres villes du Bénin, inondations un peu partout déjà. Je vais d'abord demander à M. Loge Ganaro, certaines villes sont inondées, l'inondation en fait. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous appréciez les inondations dans nos villes? Merci, cher confrère. C'est une situation habituelle. Je dirais que ça ne nous surprend plus. Parce que ça fait des décennies que nous vivons cette situation-là. C'est devenu un mal récurrent, un fléau vraiment qui nous fait réfléchir, mais auquel nous n'avons pas encore trouvé une solution durable. La question d'inondation vraiment se pose avec acuité depuis des décennies. Les gouvernements qui se sont succédés, n'est-ce pas, ont fait des efforts. Il y a eu des projets, il y a eu des tentatives d'apporter des solutions à cette situation-là, mais nous nous rendons compte que le mal persiste. D'accord? Les raisons sont nombreuses. Et vous savez que Cotonou est pratiquement en dessous de l'eau, au niveau de la ville, et en dessous de la mer. En dessous de la mer, nous sommes. Cotonou est une ville proche de l'océan Atlantique. Vous voyez la proximité de la ville avec l'océan Atlantique. Nous parlerons du comportement des populations, l'incivisme des populations qui, depuis des décennies, n'ont pas voulu, n'est-ce pas, avoir les comportements qu'il faut pour que, bon, même si cela n'est pas la panacée, ne sera pas la panacée, mais ça pourra nous permettre de réduire un peu l'effet des inondations. Bon, il y a les gouvernements également qui ont une responsabilité, parce qu'après tout, l'État est là. Les gouvernements qui se sont succédés, c'est leur rôle, c'est leur devoir, n'est-ce pas, de consentir des efforts, d'investir les moyens qu'il faut pour que nous puissions, n'est-ce pas, régler une fois pour de bon cette situation. Très bien. Et ensuite, je vais, pour le moment, nous entrons dans le fond du débat. Oui, nous allons rentrer dans le fond du débat. Vous savez que toutes les années, lorsqu'il y a une inondation, ça ralentit les activités économiques. Oui. Non seulement des activités économiques, mais ça a des impacts négatifs. Ça cause beaucoup de problèmes pour les activités pédagogiques. Parce que lorsque c'est en période d'examen, voyez-vous, c'est très difficile pour les élèves de se déplacer, d'aller au cours, de mener en toute quiétude leurs activités et de pouvoir, n'est-ce pas, aller aux examens. Très bien. Donc, merci à vous, cela mérite encore de longues réflexions. De longues réflexions. Nous allons aborder les réflexions. Hospice Yevimi Ronton, vous savez, quand on parle d'inondation au Bénin, souvent 3-4 villes sont aidées. Il y a la ville de Cotonou en première, il y a la ville de Porto Novo, quelques endroits, Boycon, etc. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous expliquez ces inondations selon vous? Je n'explique pas l'échec et la démission de nos différents gouvernements qui ont succédé jusque-là à la tête du pays. Parce que vous savez, lorsque vous êtes
responsable. C'est vous qui devez définir un peu la politique de gestion des grandes villes. C'est vrai, on dit souvent que Cotonou est sous l'eau, Cotonou, tout ça. Mais aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de Cotonouais vivent dans les bas-fonds. Et ces bas-fonds ont été vendus, les gens ont eu du plaisir à l'acheter. Et les conventions de vente de ces bas-fonds-là ont été signées par des autorités au niveau communal. Oui. Vous voyez, ça voudra dire que déjà au niveau local, au niveau communal, le problème est là, il y a un problème là. C'est-à-dire, on n'arrive pas, avant de signer les conventions de vente, avant de liquider cette terre-là, à définir, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quel sera l'impact d'une construction sur cette parcelle? Est-ce que aujourd'hui, au niveau local, au niveau communal, on a des environnementalistes, des urbanistes qui travaillent autour des maires pour définir la politique de gestion de chaque ville, pour voir, oui, telle portion de terre au niveau de cette commune-là, la vente de cette portion de terre peut nous causer des ennuis d'inondation dans 5-4 ans. Vous avez vu, il y a de cela 1 an, le pont de Djonou, il aurait fallu une inondation jusqu'au niveau du goudron pour qu'on arrive à penser que c'est parce qu'au bord de cette voie-là, il y a des installations qu'il faut déguerpir d'abord avant de trouver la solution. Alors qu'auparavant, on pouvait penser ça. Donc, il y a un problème de rêve. Nos autorités rêvent peu. Et ils n'ont pas une vision prospective, ils n'ont pas une vision, ils ne voient pas loin. Donc, ça a été un échec total. Cotonou, on a vu que 3 fois on a été 3 CI. On est resté 3 fois au CI sans réunir les moyens nécessaires pour passer au CP. Et ce programme, on ne peut pas dire que ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Il y a les moyens, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces moyens-là? Donc, c'est d'abord le Béninois, nos autorités, qui doivent savoir repenser au moins la politique du gouvernement de gestion à la base. C'est-à-dire quoi? Au niveau de nos communes. L'État ne peut pas grand-chose parce que pour signer une convention de vente, j'ai jamais vu un ministre de cadre de vie, un ministre de l'environnement venir signer une convention de vente. Donc, le problème, c'est à la base. Très bien. Merci à vous, Hospice Yavimi, Monsieur Loge Gandaro, voilà. Et donc, c'est la politique de gestion de nos espaces, et la politique de gestion de cette situation d'inondation qui a été mal menée, mal conduite par je parlais des exécutifs précédents au niveau des communes. Cette politique a été mal menée parce que depuis des décennies, l'installation des populations dans les zones marécageuses, ça pose de sérieux problèmes. D'accord? Vous voyez des habitations installées sur le lit des cours d'eau. Là où l'eau doit se faire. Ils ont été dégagés parce que au temps d'abord de l'ancien chef de circonscription, Jérôme Dandinou, qui était le premier à mener ces actions dégagées certaines populations. Oui, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous voyez vraiment tout ce que ça a engendré comme soulèvement, comme contestation. Et lorsque l'État n'est pas vraiment responsable, n'est-ce pas, pour agir, pour prendre une décision, l'appliquer et suivre, parce que le suivi c'est important. Une chose est de prendre les décisions, mais une chose est de les suivre. Mais lorsque la politique s'y mêle, lorsque, n'est-ce pas, pour des ambitions politiques, pour des visées politiques, on en arrive à surseoir des décisions, on n'arrive pas à appliquer jusqu'au bout de ces décisions-là, ça ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs visés. C'est ça le problème. Et la politisation de l'administration, la politique au sommet de l'État. Lorsqu'on a des parents, lorsqu'on a des amis politiques, lorsqu'on est membre d'un parti, n'est-ce pas? Et pour une moindre chose, n'est-ce pas, un coup de fil suffit pour qu'un ministre ou qu'un collaborateur de ministre, n'est-ce pas, donne des ordres pour dire non, écoutez, il faut surseoir à cette action-là. Voyez-vous, ça ne peut pas permettre d'espérer que cette décision-là puisse porter leurs fruits. C'est ce qui s'est passé très souvent. Donc, à côté de cette installation anarchique des populations dans les zones marécageuses, la question de lotissement, je crois que c'est dommage. La question de recasement, vous voyez, dans les conditions dans lesquelles ça se passe. Les domaines qui ne doivent pas être vendus sont bradés. Tout cela,
ça fait que nous ne voyons pas une politique digne du nom qui puisse se permettre, n'est-ce pas, de mener des actions dynamiques, concrètes, qui puissent nous dire, nous allons espérer que l'inondation, ça va être conjugué au passé. Très bien. À côté de cela, de cette installation anarchique-là, l'État n'a pas pu trouver des solutions depuis des années. Il y a également le phénomène climatique. Lorsqu'on parle aujourd'hui du changement climatique, ce n'est pas seulement au Bénin. On en parle en Europe et ailleurs. Vous allez constater que depuis quelques décennies, nous vivons des situations terribles avec les saisons de pluie. Il y a la montée des eaux, on parle du fleuve Ouémé, on parle du fleuve Mono, voyez-vous à Grand Popo, ailleurs, et même avec l'érosion côtière et tout ça là, ça devient difficile à gérer. Donc il faut que l'État s'organise et puis se prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça suppose qu'il faut aller à la recherche de grands investissements. Parce que résoudre ce problème-là, ça nécessite des milliards de francs. Aujourd'hui, le Bénin, comme beaucoup d'autres pays africains, ne dispose pas de ces moyens-là. Il faut rechercher ces financements-là et pouvoir les utiliser judicieusement. Avoir une politique digne du nom, de grands projets, pouvoir les suivre pour pouvoir trouver des solutions durables. Parce qu'il ne suffit pas de se promener pendant les saisons de pluie, se mettre en botte pour aller assister les populations. Ça se résout à une sorte d'assistanat aux populations. On va distribuer des médicaments, on va distribuer des moustiquaires et ça s'arrête là. Lorsque ça finit, alors là, on attend l'année qui suit pour aller encore se mettre en botte. Il a parlé tout à l'heure des 3 CI, aller visiter les populations inondées, les sinétrer et leur apporter les solutions. Non, je crois que ça ne doit pas se résoudre à ça. Mais je crois qu'avec le gouvernement actuel, qui a pris la question à bras le corps, il y a beaucoup de projets dans ce sens-là, même avec le Grand Opoué. Je crois qu'avec cette prise de conscience-là, nous pouvons espérer que d'ici à là, même si ce n'est pas, parce que ça ne peut pas être réglé en 5 ans, en 10 ans, mais une volonté politique avérée, n'est-ce pas, et une détermination du gouvernement comme nous le voyons actuellement, nous pouvons espérer que d'ici à quelques années, nous allons commencer par trouver des solutions. Avant d'aborder en tout cas l'actualité, ce qui se passe actuellement par rapport aux travaux engagés par le gouvernement actuel pour assainir nos villes. Et il y a le 3e invité qui nous a rejoint, Hassani Hafiz. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes enseignant et puis acteur politique. Vous avez suivi un peu l'évolution de cette situation. Il s'agit bien des inondations dans nos villes. Cotonou, par exemple, qui a été longtemps encadré par les 3 CI, peut-être qui, comme l'a dit Hospice, n'a jamais réuni la moyenne pour passer au CP et aux autres classes supérieures, c'est-à-dire finir avec l'inondation. Quand on va à Boycon, même chose, à Abomey, un peu, quelques endroits à Parakou et à Porto-Vaux. Alors, pour vous, en tant que citoyen, qu'est-ce qui explique toutes ces situations? Merci, Monsieur Ouza. En fait, il faut dire que le problème de l'inondation est un problème récurrent et qui dure et qui perdure depuis des années. Les différentes politiques menées pour pouvoir juguler ce problème n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc je peux dire que ce qui explique ce problème, c'est l'installation anarchique des populations dans les zones qui constituent des réceptacles d'eau, des nids d'eau. Bien sûr. Voilà. Donc, l'État doit y mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir dégager ces gens-là, les dédommager aussi. Ça implique beaucoup de moyens. L'État doit mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir les enlever. Est-ce qu'il y avait déjà... Est-ce qu'il faut qu'on demande forcément à l'État de les dégager, de les dédommager, parce que d'abord, il y a une politique antérieure. L'État est une continuité, on le dit souvent. Il y avait les anciens conseils communaux qui avaient autorisé ces installations. Ne doivent pas-ils, est-ce qu'ils ne doivent pas répondre de leurs actes, expliquer qu'est-ce qui a motivé l'installation de ces populations dans en tout cas, à ces endroits où la population ne doit pas être, ça doit être l'évacuation d'eau. Merci. Ce qui explique cet état de choses, c'est d'abord quoi? C'est d'abord la mauvaise foi
de nos dirigeants, des conseillers communaux, des anciennes autorités de nos différentes communes. C'est leur mauvaise foi. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a des gens on doit leur trouver de parcelles, on doit les installer, on a des frais, on veut s'installer soi-même, on veut acheter une parcelle et dont on n'a pas l'autorisation et tout ça. C'est ça le problème. C'est le problème de la corruption, c'est le problème que nous vivons au quotidien au Bénin, c'est la mauvaise foi. Donc, il faut essayer quand même de le gérer. C'est déjà passé. Je suis d'accord que ces gens doivent être interpellés pour répondre de ce qu'ils auraient fait. Mais dans le même temps, l'État a le devoir de protéger les citoyens. À un moment donné, les populations ne sont pas protégées lorsqu'il y a inondation, lorsque les gens tombent malades. Lorsqu'il y a inondation, par exemple, vous savez que le taux de paludisme augmente, les maladies. Donc, les populations sont exposées. Le gouvernement l'État doit trouver une solution à ça. Et ça passe forcément par la recherche des moyens, de gros moyens, comme l'a dit M. Gandao, et des moyens énormes. Et il faut vraiment développer une politique pour ça. Peut-être sur des années, peut-être sur 5 ans, il faut élaborer une politique pour ça afin de pouvoir régler le problème comme il le faut. Très bien. En Suisse, Yavimi, avant le gouvernement, à travers le PAG, a lancé, en tout cas, la réalisation des travaux de certaines voies, de certaines rues. Il y en a tellement, en tout cas. Le projet asphaltage qui, selon certaines langues, vient résoudre un tout petit peu le problème d'inondation dans certaines localités de nos villes. Est-ce que vous partagez cette vision, cette opinion? Justement, au-delà du caractère luxueux de ces réalisations-là du gouvernement, parce que vraiment, il y a du luxe qui accompagne ce qui se fait aujourd'hui au Bénin en matière de route, en matière de construction de route. On voit certaines localités qui étaient quand vous allez à Porto Novo, ce que vous voyez vraiment, ça, vous vous demandez si vous êtes au Bénin, et ça voudra dire que voilà, il y a cela. Au-delà de ça, il y a la qualité, il y a ce que vous venez de dire, c'est que ça résout un peu le problème d'inondation, parce que la qualité des caniveaux. Vous savez que les caniveaux constituent un peu ces moyens pour drainer l'eau, pour conserver un peu l'eau de ruissellement, histoire de ne pas inonder un peu les différentes routes. Et ces caniveaux-là, quand vous voyez un peu le volume, c'est-à-dire la taille, ce que ça peut contenir en matière d'eau, ça peut résoudre déjà le problème. Donc cette qualité accompagne le travail qui se fait aujourd'hui au niveau du PAG. Et je pense que c'est à mettre à l'actif de ce gouvernement-là, qui, comme l'a dit M. Gandaro, peut ne pas résoudre le problème d'ici 2, 3, 4 ans, mais peut nous installer un dispositif, une méthode qui, d'ici 10 ans, 20 ans, va nous permettre de résoudre, en tout cas, peut-être à 70%, 80%, ce problème d'inondation. Autre chose, c'est qu'il y a le problème des eaux rurales, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on veut tous rester à Cotonou. Et à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on accepte rester dans un bas-fond, oui, à Cotonou, mais on veut rester à Cotonou. Donc l'État doit penser aussi décentraliser un peu certaines structures nationales pour permettre à ceux qui sont dans nos milieux ruraux d'avoir la facilité, d'avoir accès à certains services sans penser forcément à venir à Cotonou. Donc souvent cette proximité rêvée entre le citoyen et ces structures-là, l'oblige parfois à dire, voilà, vaut mieux venir rester à Cotonou à n'importe quel prix pour pouvoir avoir satisfaction. Donc, au-delà de ces routes réalisées, et qui sont en train déjà de résoudre un peu le problème, il faudra aussi penser décentraliser un peu, déconcentrer un peu la ville de Cotonou, histoire de permettre à ces citoyens d'aller plus facilement vers les services publics. Très bien. Est-ce que vous pensez, Luc Gandaro, que l'asphaltage vient résoudre un tant soit peu le problème d'inondation dans certaines zones? Parce qu'il y en a où c'était véritablement des zones marécageuses. Aujourd'hui, l'asphaltage est passé par là, soit c'est des voies pavées ou des voies goudronnées. Est-ce que déjà, pour cette année-ci, le problème serait, dans la moindre mesure, réglé par endroit? Non, je ne peux pas dire que cette année, le problème sera réglé. Ça commence par être réglé et nous espérons que ça va être réglé de manière durable.
d'accord, tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon a commencé aujourd'hui, les fruits, nous allons les récolter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Même après le départ de ceux qui sont actuellement au pouvoir, ceux qui ont la gestion des affaires de l'État. C'est justement ça. Bon, très souvent, certains veulent tout de suite, n'est-ce pas, avoir les résultats. Ils disent que mais rien ne se fait. On veut, il n'y a pas le social. Non, ce n'est pas ça. C'est des projets. Alors là, il faut faire l'état des lieux. Il faut étudier, il faut réfléchir pour prendre des décisions conséquentes. Et lorsqu'on y met les moyens, ce n'est pas que dans 2 jours, dans 3 jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez forcément les résultats. On peut le faire pour que vous ayez les fruits, les impacts dans 10 ans, dans 15 ans. Les générations futures, c'est justement ça. Voyez tous les bruits que ça a fait lorsque, au Bénin ici, le gouvernement a commencé par déguerpir certaines populations. Justement, c'est dans cet objectif-là. Au départ, certains ne l'ont pas compris. Le projet Asfalta dont vous parlez, ce n'est pas allé, c'est pas au hasard, c'est pas allé à partir de rien. On peut pas, il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on a commencé par casser, c'est on dit, voilà un gouvernement antisocial, voilà un gouvernement qui veut nous faire souffrir, qui veut aggraver le problème. Mais justement, c'est pour aller là. Aujourd'hui, nous avons commencé par nous réjouir. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais partout, vous allez à Porto-Novo, à Parakou, dans beaucoup de localités, ici, à Cotonou, vous voyez comment ça a commencé par émerger. N'est-ce pas? Et c'est pensé. Ce n'est pas comme le passé où, on va seulement installer les pavés, mettre les routes. Il a parlé tout à l'heure de la qualité. C'est des projets qui ont été pensés. Et vous voyez, là où, sans la route, sans des infrastructures dignes de nom, on ne peut pas mener des activités économiques, n'est-ce pas, qui puissent contribuer à l'amélioration du bien-être des citoyens. Là où il y a des bas-fonds, là où les rues sont impraticables. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas que du discours, ce n'est pas de la démagogie. Quand on parle de l'asphaltage aujourd'hui, ça a commencé par émerger. Ça sort. Tout ce qui était sur maquette a commencé par être du concret. Et là, vous voyez, ça va permettre aux populations, là où on ne peut pas circuler, là où les rues sont impraticables en saison des pluies, on a maintenant, n'est-ce pas, des infrastructures dignes du nom. Et comme il a dit, actuellement, c'est de qualité. Parce qu'on a prévu les caniveaux et autres, tout ça là, qui peuvent contenir les bassins de rétention d'eau. Donc c'est parce que tout cela a été pensé. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous allons voir encore plus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ce qu'on appelle être un gouvernement prévoyant. La prévoyance. Très bien. Donc je pense que, comme vous l'avez tout à l'heure dit, là, l'asphaltage, ça va contribuer à régler beaucoup de problèmes. Pas seulement les problèmes d'inondation, mais certainement, ça aura des implications sur les activités économiques qui, par le passé, connaissent une certaine régression des difficultés compte tenu de l'impraticabilité des routes, des routes d'accès difficiles ou de l'inexistence de certaines infrastructures, toutes choses qui font que vraiment, qui aggravent la souffrance et la pauvreté des populations. Monsieur Sani Hafiz, c'est clair, aujourd'hui, les 117 maires sont élus, les localités ou les communes où il y a véritablement la question d'inondation. Ces maires donc ont du travail à faire, une nouvelle politique pour sortir, pour régler un tant soit peu le problème d'inondation. Nous sommes d'accord que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Une nouvelle politique pour gérer le problème, régler le problème d'inondation. Merci, monsieur Moussa. En fait, les nouvelles autorités des différentes municipalités seront confrontées dans quelques jours au problème d'inondation. Et donc, chaque autorité sera jugée sur sa qualité de gérer la crise de l'inondation. C'est en ce moment que les populations vont plus observer leur autorité et voir s'ils connaissent réellement leur ville. Comment est-ce qu'ils arriveront à juguler la crise, bien que nous savions que cette crise pourra être réglée du jour au lendemain. Ils vont quand même attendre leurs autorités sur leur manière d'improviser, de gérer cette crise-là. Et moi, je voudrais commencer par leur demander de commencer par curer les caniveaux, par exemple, les digues, et essayer un peu de communiquer avec les populations
pour qu'ils arrêtent de jeter les ordures ménagères dans les canaux. Nous allons en venir parce que ça fait partie c'est la gestion des ordures ménagères dans nos villes. C'est le second sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Et donc, par rapport à cette politique, à la nouvelle politique que les conseils municipaux vont pouvoir mettre en place aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ce qui est plan de développement PDC, le plan de développement communal, ça a été véritablement pris en compte? Oui, ça a été véritablement pris en compte parce que pendant la période de campagne, nous avons écouté plusieurs candidats qui sont élus aujourd'hui, qui sont, quand je prends le cas de Semek-Bodji, par exemple, il y a M. Jonas Benan-Mentor qui est le maire actuel et qui connaît très bien la commune, qui a toujours été élu conseiller communal. C'est vrai qu'il n'a pas toujours siégé, mais c'est un vétéran de la politique à Semek-Bodji. Donc il connaît très bien la commune et j'ai foi qu'il pourra gérer la situation. C'est pareil pour Cotonou avec un Luc Atropo qui déjà a connu l'inondation à Boycon déjà et qui connaît très bien Cotonou, qui connaît aussi Cotonou et qui pourra montrer ses talents, montrer ses capacités à gérer la crise. Donc les populations vont attendre et ils vont les attendre sur cette question et verront comment ils pourront juguler cette crise-là. Très bien. Ensuite, Vivi, votre avis sur la question, la nouvelle politique que les nouveaux maires installés doivent mettre en place pour gérer la question de l'inondation dans nos villes. Ce qui est heureux dans la situation, c'est qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus les maires super puissants. C'est-à-dire qui, à eux seuls, pouvaient décider de l'avenir de la commune, pouvaient prendre des décisions au nom de la commune et en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui vont maintenant définir la politique de gestion de développement de la commune et soumettre cette politique-là aux différents maires qui vont exécuter le plan de parti politique. Donc c'est ce que dit un peu, ce qui se dessine un peu quand on lit un peu comment ça se fait au niveau du code électoral, tout ce qu'il y a autour. Donc le maire qui a été désigné par le parti politique, donc c'est le parti politique qui est responsable du bilan en fait du maire. Alors qu'avant le maire il est élu par des conseillers, après avec ce que nous savons, avec des jeux de couloir, il a les voies nécessaires pour passer à la tête de la mairie et puis après il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui on ne peut plus avoir ça. Donc les partis politiques vont définir commune par commune les politiques par rapport aux problèmes des différentes communes et soumettre ces problèmes là, les solutions, les résolutions, les projets de développement au niveau aux maires et qui vont exécuter. Et vous avez ce qu'aujourd'hui l'État accompagne nos différentes communes. Le projet du Grand Nokoué, vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus FADEC affecté, non affecté, ou il y a vraiment de l'amalgame, on ne sait pas qui fait quoi et ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on sent que l'État accompagne. Donc la volonté politique au niveau des partis politiques, la volonté politique au niveau de la commune même, la volonté politique au niveau de l'État, tout cela réuni, moi je suis rassuré que cela va nous donner une grande solution pour résoudre ces problèmes-là. Donc, nos maires, aujourd'hui, élus, sont des atouts nécessaires pour nous permettre aujourd'hui de juguler un peu la crise. Et puisque nous parlons de la politique avec laquelle ils doivent régler ces problèmes, c'est sûr. Si on vous demandait de faire des propositions, par exemple, pour régler ce problème d'inondation à Cotonou, parce que ce matin déjà, il y a eu une nouvelle pluie, une très grande pluie qui s'annonce, et certainement certaines localités seront inondées encore. Quelques propositions venant de vous par rapport à cette question d'inondation. Je crois que probablement on doit faire des mécontents. C'est-à-dire commencer d'abord par libérer les zones marécageuses. Ces zones-là habitées, nos bas-fonds. Il faut les libérer de tout, habitants, structures et même des églises d'abord. Il faut les délocaliser.
Et savoir ceux qui ont réellement payé ces parcelles-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'installent comme ça dans les bas-fonds sans payer, sans une convention de vente formellement signée par une autorité communale ou bien locale. Donc, il faut d'abord commencer par libérer ces zones-là d'abord et maintenant chercher les moyens pour drainer ces eaux-là qui vont quitter désormais nos axes routiers vers ces zones marécageuses. Donc, c'est d'abord le problème important. Commencer par libérer les bas-fonds. C'est vrai, il y aura encore des mécontents, les gens vont crier, ils vont dire oui, mais si d'ici 10 ans, 20 ans, on voit le résultat de ce que nous faisons. Comme aujourd'hui, on voit les résultats de déguerpissement par rapport à l'assaltage, on sera très heureux d'appartenir à une ville qu'on appelle Cotonou, ville capitale. Très bien. Monsieur Ganaro, vos propositions par rapport à ce problème d'inondation, à ces cas d'inondation dans nos localités, je prends l'exemple de Boycon, de Calavi, parce que par endroit, on parle d'inondation également. Quand bien même Calavi, la commune de Calavi est sur un plateau, il y a par endroit des problèmes d'inondation. Si on vous demandait de faire des propositions ici par rapport pour régler ça, je prends le cas de Cotonou où c'est criard, c'est récurrent comme on le dit. Il faut des efforts conjugués. Des efforts conjugués, cela suppose un comportement citoyen de la part des populations. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut qu'ils dégagent les zones marécageuses. Ceux qui sont anarchiquement installés dans ces zones-là, on doit pouvoir les dégager pour permettre à l'eau de circuler aisément. N'est-ce pas? Parce que là où ils sont allés s'installer, ça empêche l'eau de circuler. Et après, on crée inondation, inondation alors qu'on est sur le on est inondé, il y a des sinistrés, alors que dès que les saisons de pluie finissent, ils se réinstallent. Il faut que l'État puisse avoir le courage, la responsabilité, n'est-ce pas, de les faire dégager. Aux populations d'avoir un comportement citoyen. Parce que lorsque les infrastructures qui sont installées, voyez-vous, les caniveaux, ces mêmes populations se permettent de jeter des ordures dedans, de les boucher, ça empêche aussi ces infrastructures-là de jouer leur rôle. Donc il faut avoir un comportement citoyen de la part des populations. Chaque partie doit jouer sa partition. Il y a le gouvernement, comme je l'ai dit maintenant, ça nécessite des milliards de francs. Donc le gouvernement doit continuer, poursuivre les efforts qu'il est en train de faire actuellement, rechercher encore d'autres financements pour pouvoir investir. N'est-ce pas? C'est parce que la question ne peut pas être réglée en 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc lorsque chaque partie aura joué son rôle, je crois que nous allons trouver des solutions durables à la question de l'inondation. Très bien. Monsieur Sani Hafiz, avec vous, nous allons aborder le second sujet. Il s'agit de la gestion des ordures ménagères dans nos villes. Toujours casse-tête, malgré les efforts mis en place, les efforts faits par les gouvernements passés, nous assistons toujours à cette mauvaise gestion, ce problème de mauvaise gestion des ordures ménagères dans nos villes. Monsieur Sani Hafiz, c'est vrai, certainement dans votre quartier, vous vivez également ce problème de malgestion des ordures ménagères. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Moussa. En fait, le problème de la gestion des ordures ménagères est un problème récurrent dans tous les quartiers de grandes villes. Et je le vis aussi chez moi, depuis le quartier Saint-Yves, dans l'arrondissement d'Ekpé, en fait. Il faut dire que ce problème commence d'abord par l'incivisme des populations, qui sont prêts à jeter des ordures ménagères un peu partout où ils voient. Les populations ne sont pas toujours sensibilisées ou imprégnées du fait que ces ordures leur créent énormément de dégâts après. Donc, ils veulent s'en libérer juste pour le moment. Alors qu'il faut vraiment s'abonner aux différentes structures pour pouvoir gérer ces ordures-là, qui ont habilité à gérer ces ordures. Donc il faut vraiment aller vers ça. Ensuite, il y a le système de gestion des ordures ménagères. Un peu de par le passé, on avait vu des structures de gestion des ordures ménagères qui, lorsqu'ils passent chez vous ou devant votre portail pour ramasser les ordures que vous avez peut-être laissées dans un panier ou dans des sacs, ils vont un peu plus loin et ils les déversent
ils les déversent là sur un terrain vide parce qu'ils ne veulent pas beaucoup travailler. Ils ne veulent peut-être pas aller plus loin. Et ils ont fini de faire leurs travaux. Et parfois même, leur chef ne contrôle pas le travail qu'il faut. C'est peut-être des citoyens qui se plaignent à ces structures et ça se découvre, ça finit par se découvrir et ils font leurs excuses, ils ramassent. Donc cet état de choses, il faut essayer quand même de régler ça. J'ai constaté il y a quelques jours qu'il y a des citoyens, quelques-uns de nos citoyens habillés en vert qui sont un peu partout dans nos villes à ramasser des sachets, à essayer de faire un peu de salubrité. Je me suis demandé, on m'a dit que c'est un projet du ministère. Donc moi j'aimerais vraiment que ce projet-là soit perduré pour que la gestion des ordures ménagères soit une réalité dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans nos villes. Très bien. Monsieur Ganaro, qui parle d'inondation, parle également des ordures ménagères parce que elles constituent je dirais l'autre problème qui vient se greffer sur le problème d'inondation. Aujourd'hui, les ordures ménagères, vous pensez qu'elles sont leur gestion est mal faite aussi? Ah mais tout à fait. Aujourd'hui, c'est un défi. C'est un grand défi à relever par le gouvernement. Et quand je dis le gouvernement, j'insiste souvent là-dessus pour dire que nous avons tous une responsabilité. Parce que nous pensons souvent, nous doitons souvent ceux qui sont au pouvoir. Nous pensons que c'est le pouvoir qui doit tout faire. C'est le président de la République, c'est les ministres, c'est les gouvernants qui doivent tout faire. Non. Nous avons tous la responsabilité d'œuvrer, n'est-ce pas, pour la bonne gestion des affaires du pays, pour le développement de notre pays. Parce qu'il ne revient pas, n'est-ce pas, seulement à ceux qui gouvernent de faire notre bonheur, de travailler pour notre bien-être. Nous devons tous contribuer, n'est-ce pas, par notre comportement et tout ce que nous pouvons apporter pour que la politique de l'État, pour que les actions de l'État puissent atteindre les objectifs visés. Si je le dis ainsi, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est constaté depuis des décennies, la question des ordures, ça crée des problèmes environnementaux. Il y a l'insalubrité. Et lorsque c'est comme ça, les ordures sont jetées un peu partout, nous cohabitons avec les ordures. Vous voyez les ménages un peu partout, cohabiter les ménages avec les ordures. On jette les ordures dans les rues, on jette à proximité des maisons, on jette dans les bas-fonds, n'importe comment. C'est heureux qu'aujourd'hui, l'État ait pris ses responsabilités. Et qu'après des mois de sensibilisation, ça a commencé même depuis avant l'année passée, des mois de sensibilisation, on est passé à la phase de répression. Vous voyez le procureur, n'est-ce pas, donner des instructions pour que certains citoyens soient appréhendés. Ceux qui jettent n'importe comment les ordures dans les rues, partout, on puisse appréhender certains. Et qui en répondent devant la loi, devant la justice. Ils ont des amendes à payer, ils sont gardés pour donner la leçon aux autres. Donc je crois que tout cela, ça va contribuer à changer la situation. Bon, ensuite, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, pour dire que l'État est en train de faire un effort. Je crois qu'il y a un projet, depuis l'année passée, le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. Ce projet a été lancé. Et je crois qu'avec, il y a une société Coved, une société, ça doit être française, qui a l'expertise en la matière. Et c'est prévu qu'il aura des engins légers, près de 1000 engins légers pour la précollecte des ordures. Il aura environ 80 engins lourds pour la collecte des ordures. Tout cela pour, n'est-ce pas, contribuer à la bonne gestion des ordures. Et cela va générer des milliers d'emplois. Ces ordures-là seront ramassées, ça va être recyclé. Parce que c'est là aussi la vraie question. Il ne s'agit pas seulement de ramasser. Mais si vous voyez dans les grands pays, les grandes nations là, ces ordures-là ne sont pas jetées n'importe où. Ces ordures-là sont transformées, on en fait des sacs, on en fait d'autres outils, tout ça, ça sert à quelque chose d'autre. Et lorsque tout ça là s'est transformé, n'est-ce pas, on les exploite judicieusement et ça apporte encore des revenus à l'État, ça apporte des revenus aux citoyens, par l'entremise des actions des ONG. Ici, nous avons déjà des ONG qui interviennent aussi, mais il faut pouvoir organiser tout cela à travers une bonne politique. C'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Et je crois que si cet effort-là se poursuit, je crois que d'ici quelques années, avec, comme je le dis, la bonne conscience des populations qui n'auront plus à avoir les comportements d'antre-temps,
quelque chose va changer. Très bien. Est-ce que, ensuite, c'est Yavimi, avec la force cognitive qu'exerce aujourd'hui le procureur de la République par rapport au dépôt pêle-mêle des ordures, surtout sur les places publiques, parce que les Béninois le font, est-ce qu'avec cette force cognitive et l'organisation qui est faite au niveau du ministère, parce que M. Louche Gandaro l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai, le ministère a lancé il y a quelques mois ce projet, est-ce qu'avec tout ceci, le Béninois a compris et doit, c'est-à-dire ménager, gérer à bien d'abord ses ordures à partir de chez lui? Le Béninois a compris et n'a pas de choix que de comprendre, parce que ce serait assez à risque et péril, parce que lorsque vous parlez des ordures, c'est une question d'hygiène, de propreté, et ça doit être dans notre quotidien. Nous devons savoir que notre cadre de vie, c'est pourquoi je loue beaucoup le gouvernement actuel qui a choisi le mot juste pour comme dénomination de son ministère, le cadre de vie. Donc le milieu dans lequel nous vivons doit être un milieu propre, hygiénique, un milieu qui doit nous permettre de nous sentir à l'aise. Lorsque nous-mêmes, c'est pour ça que je rejoins M. Gandonou qui disait que qui parlait de la citoyenneté, de notre comportement. Donc si nous devons bien agir pour notre meilleur, pour avoir un meilleur cadre de vie, nous devons pouvoir accepter, ne pas attendre forcément les répressions d'un procureur, ne pas attendre forcément les décisions d'un gouvernement, et prendre sur nous-mêmes le devoir d'assainir au mieux notre environnement. Si chaque citoyen pouvait chaque jour balayer sa maison, sa devanture, et avoir une politique, s'abonner au niveau de ceux-là qui gèrent, qui viennent ramasser et les déchets, les ordures, et le faire au quotidien, et que ces messieurs aussi ont une bonne politique pour la transformation de ces déchets ménagers, de ces ordures. Je pense que ça va nous alléger la tâche, et je pense que le gouvernement n'aura pas de difficulté à faire passer sa décision. Très bien. Il y a de ces structures qui ne respectent pas, et là c'est sûr, nous avons suivi quelques-unes qui, au lieu de s'abonner aux structures normales, reconnues par l'État et qui font le travail, ont choisi peut-être de sillonner les rues tard la nuit, pour mener ces activités. Et très souvent, ces déchets sont jetés n'importe où, peut-être au bord de la lagune, etc. Est-ce que vous en savez quelque chose, M. Sani? Oui. En fait, il ne faut pas aller loin pour constater que déjà autour de nous, ça se passe. Moi, j'ai pris le cas de mon quartier, par exemple, où dans un passé récent, de ces gens de structures déversaient les ordures ménagères sur des terrains sur lesquels il n'y a pas d'installation, si vous voyez. Donc, on les avait interpellés à l'époque. Ils ont promis réparer ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leurs excuses. Donc, je pense que depuis un certain moment, c'est un phénomène que je ne constate plus autour de moi. Je ne sais pas si dans les villes aussi ça continue. Mais si tel est le cas, il va falloir que le gouvernement, les autorités prennent leurs responsabilités pour interpeller ces gens-là, afin qu'ils puissent répondre à ce qu'ils auraient fait, à leurs actes. Très bien. Monsieur Ganaro, est-ce que vous avez eu vent de ces cas, parce qu'il y en a qui circulent la nuit et qui, pour ramasser des ordures, il y a même la population qui est dans le même système avec eux, qui accepte collaborer avec eux en déposant les tas d'ordures devant leur portail, leur maison, et c'est vers 0h, 1h, voire 2h que des gens passent avec des poussettes pour ramasser ces ordures et les jeter. Ou quel traitement font-ils de ces ordures ramassées? Ça pose un problème. Ça pose un problème. C'est vrai qu'actuellement, on ne voit plus tellement. Mais il y avait, comme vous l'avez dit, cette complicité-là. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a de ces cas. Certains l'ont signalé. Certains l'ont signalé, mais ce n'est pas de façon générale. Vous n'allez plus voir dire que dans tout Cotonou, dans la nuit, on voit encore ces gens-là circuler avec des engins, ramasser les ordures pour aller les déverser dans d'autres rues ou à proximité des maisons. Ce n'est plus fréquent. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais ce n'est plus fréquent comme avant. Et tout cela est dû, n'est-ce pas,
à une fuite de responsabilité de la part des anciens gouvernements. Parce que en principe, je suis d'accord que si au niveau des communes, n'est-ce pas, le travail est fait, n'est-ce pas, le maire qui joue son rôle, les chefs d'arrondissement, les conseillers jouaient leur rôle, je crois que c'est à ce niveau d'abord que la répression devrait commencer. Il devait avoir une sensibilisation, il devait avoir une équipe de contrôle, tout cela. On n'a pas besoin de remonter jusqu'au gouvernement, jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est pourquoi les communes, je crois qu'actuellement, avec l'avènement de nouveaux exécutifs au niveau de nos communes, nous espérons que tout cela va changer. D'ailleurs même, comme mes vis-à-vis l'ont souligné tout à l'heure, bon, les maires ne sont plus élus comme avant. Avant, bon, n'importe qui pouvait devenir maire, il suffit d'avoir une popularité, il suffit d'avoir des moyens, il suffit d'avoir l'influence qu'il faut. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous voyez, même les partis qui sont allés aux élections, qui ont pris part aux élections, ont fait des propositions, des spécialistes en décentralisation, des ingénieurs en travaux publics, et ainsi de suite. Ils ont compris que l'enjeu est de taille. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ceux-là doivent savoir ce qu'ils veulent aller faire. On ne va pas nous faire élire, désigner des maires qui viendront là, n'est-ce pas, rien que pour signer les conventions de vente. Signer les conventions de vente, se remplir les poches, pour que, bon, quelques mois après, nous assistons à ce spectacle de décision de maires, gestion opaque, gestion clanique, gestion solitaire. Je crois que nous aurions fini avec ça, avec les véritables partis qui sont allés aux élections et qui auront une vision, qui auront un plan de développement pour les communes. Absolument. Parce que tout cela, c'est lié à ça. Nous n'allons pas toujours rester là, dire gouvernement ne fait rien. Non. Il faut que les communes jouent leur rôle et le travail à ce niveau-là. S'il y a une phase de sensibilisation, s'il y a une équipe de contrôle, s'il y a un suivi des actions, je crois que bon, la nuit c'est pour tout le monde. On ne va pas, comment dirais-je, aller se coucher la nuit et au beau matin venir retrouver des ordures partout dans les rues. Donc c'est pourquoi tout ce qui se fait actuellement est salutaire. Il faut que le gouvernement joue son rôle, ce qui est en train d'être fait actuellement, avec les phases de sensibilisation, de répression, pour obliger certains citoyens qui continuent d'avoir des comportements, l'incivisme, qui continue de ne pas en prendre conscience, il faut réprimer. L'impunité a fait que pendant longtemps, nous avons assisté à ces phénomènes-là. Je sais qu'actuellement, il y a encore quelques cas d'exception, mais je crois qu'avec le travail qui se fait actuellement là, d'ici à là, je crois que chacun devra prendre conscience pour savoir que, attention, rien ne sera plus comme avant. Mais un État sérieux, n'est-ce pas, qui donne l'exemple et qui joue son rôle, et une commune où vous avez vraiment des conseillers imbus de leur rôle et qui comprennent là où il faut aller, ces efforts conjugués nous permettront d'assainir l'environnement. Parce que lorsqu'il y a insalubrité, lorsqu'il y a des déchets jetés partout, ça a des impacts sur la santé. Absolument. Or, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler, pour pouvoir contribuer au développement du pays. Il ne s'agit pas de dire, bon, le social n'est pas là, on n'a pas l'emploi, le gouvernement ne fait rien. Non, il faut être vivant, il faut avoir la bonne santé. Et lorsqu'un gouvernement s'investit, n'est-ce pas, pour que la santé, la bonne santé des populations soit une réalité, ça veut dire que lorsque vous êtes en bonne santé, vous pouvez avoir la force qu'il faut pour vous investir, pour travailler pour le développement de votre pays. Très bien. Hospice, et donc il y a du travail, comme le dirait l'autre, à nos conseillers, à nos chefs de quartier, chefs d'arrondissement par rapport à ces questions, gestion des ordures ménagères, les inondations, parce que quand on parle d'inondations, il y a aussi les ordures qui sont jetées pêle-mêle, qui bougent, même les bas-fonds, qui sont déversés dans les bas-fonds, et même aux abords des rues, qui bouchent les égouts, les carnivaux, l'évacuation d'eau pluvieuse. Oui, je dis surtout les chefs quartiers. Parce que vous savez, j'ai comme l'impression que nos chefs quartiers sont juste là pour la forme. Dans nos quartiers, on ne les sent pas. On sent juste qu'ils sont un peu désintéressés, qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Et je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir, il y a cette méconnaissance. Parce que l'ancienne politique ne leur permet pas d'avoir de pouvoir. Parce que c'est quoi? Je peux avoir le mec qui est du parti PC et l'autre, le CA qui sera du parti VB et le conseil local, le chef quartier qui sera du quartier du parti AB par exemple. Donc il n'y a pas de logique. Donc le plan qui sera responsable de ce qui se passe. La politique impulsée par le maire d'en haut peut à un niveau donné et recevoir un coup. Mais aujourd'hui, tel que le tout fonctionne, où c'est le parti politique qui a la gestion de la commune
et qui gère les CA, qui gère les agents au maire, qui gère le maire. Donc, il y a un peu comme une continuité, une synergie d'action entre les différents composants de la chaîne, c'est-à-dire le maire, ses conseillers et au niveau local. Vous voyez? Donc, ça va permettre maintenant à la chaîne de bien fonctionner. Parce que c'est quoi quand le chef quartier de l'opposition et que le maire de la mouvance, le maire vient, il agit simplement. Il est chez le chef quartier, chez lui, il découvre que le maire dans son quartier, il est en train de faire une activité. Et il est déçu. Et comme ça, de déception en déception, ça brise un peu la chaîne de développement du quartier, de la commune. Mais aujourd'hui, avec le fonctionnement actuel, je suis convaincu que ce que le gouvernement a mis en place à travers le code électoral, il y aura une synergie d'action entre les différents composants, la mairie, l'arrondissement et les quartiers. Et c'est là même que, c'est à ce niveau-là que vous allez sentir le développement. Très bien. Et donc, comme je le disais tantôt, les chefs quartiers ont donc un rôle à jouer par rapport à ça. Ils ont beaucoup de rôles à jouer parce qu'ils sont au quotidien avec la population. Ils sont là où les collecteurs vont jeter dans la nuit les déchets, les ordures. Oui. C'est des parcelles bien connues par les chefs quartiers. S'ils veulent mettre fin à ça, ils vont mettre fin à ça. Donc ça attend le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que chacun doit savoir jouer son rôle et ne pas forcément attendre le gouvernement. Laissons le rôle de développement de la nation en général, les grands projets, les grandes décisions au gouvernement et travaillons chacun à son niveau, à la base, et vous allez voir que le développement sera très très facile. Très bien. Avec tout ce qui se fait, tout ce qui est réalisé, qui se réalise en cours, le PAG et tout, les chefs quartiers, je reviens là-dessus, ont fondamentalement un rôle à jouer. Les conseillers élus, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement également ont un rôle à jouer dans leur localité pour l'entretien de tout ceci, surtout en ces temps de pluie. Et par rapport aussi à la gestion de ces ordures, monsieur Sani Hafiz, oui. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Chaque élu a une responsabilité, a sa part de responsabilité, ainsi que les populations, tout comme les populations d'ailleurs, parce que les élus sont élus d'abord par les populations. Et le chef quartier, par exemple, est responsable du mandat. Il est responsable de la politique du maire, des CA, pour sa localité, pour son quartier. Pour son quartier. Donc, en première position, il doit pouvoir sensibiliser, continuer par sensibiliser les populations sur les actes néfastes qu'ils posent en matière d'insalubrité. Deuxièmement, il doit quand même essayer d'installer un système de veille, quitte à pouvoir dénicher ceux qui posent ces actes néfastes à l'environnement et passer à la répression. Parce que le problème que posait M. Hospice, par exemple, elle est d'autant plus important du moment où le chef quartier est du parti politique du maire. Donc, il porte la responsabilité de la réussite du mandat du maire. Et donc, il fera tout pour que ce mandat soit une réussite. C'est un bon problème, c'est vraiment pensé, c'est bien pensé. Et le cas qu'on avait avant, ce que le code électoral prévoyait, ne nous permettait pas d'atteindre le développement comme il le faut. Vous estimez qu'aujourd'hui les choses iront pour le mieux? Bien sûr. Très bien. Monsieur Loja Ganaro, aujourd'hui, nous l'avons dit, le gouvernement, à travers son programme d'action, est en train, je dirais, de jouer une bonne partie du rôle des maires. Ça, c'est entre griffes, à travers les réalisations. Et donc, quand on parle d'inondation, on ne parlera plus d'inondation dans certaines zones, gestion des ordures ménagères, le problème ne se posera plus. Et donc tout ceci revient donc aux chefs quartiers, aux chefs d'arrondissement qui sont élus. Il faut que le Béninois, le citoyen, leurs administrés vivent autre chose aujourd'hui, mieux que par le passé. Mais tout à fait, parce que nous n'en avons plus, n'est-ce pas, déploré cette situation que nous avons connue par le passé, où le pouvoir central, n'est-ce pas,
travaille séparément, le pouvoir, comment dirais-je, à la locale, à la base, travaille, et il n'y a pas de relation entre les deux pouvoirs. D'accord? Tout ce qu'on voit, bon, il y a certains maires qui réclament à corps et à cri, n'est-ce pas, les compétences. Parce qu'on veut avoir le marché d'Antopa, on veut avoir le marché de Gbagbanou, on réclame à tue-tête ceci, cela, parce que là, on perçoit les taxes, et les gros marchés, ça génère des milliards, on se contente de ça. Mais on ne travaille pas véritablement. Il ne s'agira plus de ça. Vous avez dit tout à l'heure que, bon, on constate que le gouvernement fait déjà l'essentiel du travail. Mais avec les nouveaux conseils communaux qui sont en train d'être installés, si vous suivez tout le processus, vous allez constater qu'il y aura d'étroites relations. Le gouvernement va travailler de manière étroite avec toutes ces communes-là. Il n'y aura plus de conseils communaux où règnent des maires opposants. D'ailleurs, le président de la République a dit que lui ne connaît plus, il n'aura pas à connaître de maires opposants. Tous les maires seront traités de la même manière, seront considérés comme les maires de la République. Il n'aura pas à dire que c'est tel parti, c'est FCBE, c'est tel autre là, qui occupe telle commune, donc par conséquent, c'est des communes de l'opposition, il n'aura pas ça. C'est les communes du pays du Bénin et le gouvernement va travailler en étroite collaboration avec toutes ces communes-là. C'est déjà vraiment un atout. C'est une garantie que vraiment cette volonté politique-là, exprimée par le président de la République, ça va contribuer à changer beaucoup de choses. Et maintenant, puisque nous n'aurons plus des maires aventuriers, des chefs d'arrondissement aventuriers, des touristes, qui sont venus, n'est-ce pas, constater et qui ne seront là que pour signer des conventions ou pour prendre des marchés et avec des querelles, des décisions, ceci, cela, et qui ont un plan de développement, qui auront des projets, n'est-ce pas, pour le développement à la base, je crois qu'ils vont se mettre au travail avec l'appui du gouvernement. Vous avez parlé du projet Le Grand Okoué tout à l'heure. Ils auront les financements qu'il faut. Parce qu'il ne s'agira plus maintenant de prendre de l'argent, de gérer comme on veut. Le fonds FADEC qui est géré, n'est-ce pas, de façon, n'est-ce pas, anarchique, tout cela, il n'aura plus ça. D'ailleurs, même l'alerte a été lancée. Moi, dans mon journal d'hier, j'ai dit, mais c'est un signal fort du gouvernement pour une gestion saine des communes. Le fait que ce message, envoyé par le président de la République à tout, et par l'entremise du ministre de la décentralisation, qui a répercuté ça sur tous les préfets des départements pour dire plus de nomination, plus de recrutement pour l'instant, plus d'engagement financier, anarchique, tout ça là. Mais c'est l'alerte, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on vient, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux pour voir comment tout ce qui a été géré, ça a été géré de quelle manière. Il faut s'imprégner des problèmes réels des populations avant d'engager des actions. Je crois que c'est dans ce sens-là. Certains ne l'ont pas compris pour dire « Ah non, les mairies n'auront plus leur autonomie, c'est quoi ça ?» Le gouvernement veut mettre la main sur tout. Ce sont des maires qui seront à la sorte du pouvoir, que le gouvernement va conduire au bâton et à la baguette. Non, ce n'est pas ça. Parce que tout le monde est d'accord que la manière dont les communes ont été gérées par le passé, il faut revoir. Parce que si l'expérience de la décentralisation, certains sont restés sur leur fait et disent que vraiment ça n'a pas été bon à tous les niveaux. Ça n'a pas été bon. S'il y a eu du bon, quelque part, il y a eu également du mauvais. Je crois qu'il faut tirer l'expérience de tout ce qui a été fait, ce qui est mauvais, tout ça là, pour pouvoir faire les corrections nécessaires. Donc c'est dans ce sens que ces décisions sont prises. Donc nous devons espérer que, avec ce regard du gouvernement, le gouvernement qui veut maintenant, le pouvoir central qui veut maintenant travailler en étroite collaboration avec les communes, il aura un suivi et les biens de l'État, les ressources de l'État seront gérés de manière saine. Il n'y aura plus la corruption, le gaspillage, la mauvaise gestion. Nous l'espérons qu'avec un gouvernement rigoureux et qui a de la méthode, comme celui du président Patrice Talon, là, ça va dissuader. Et les actuels maires, bien qu'ils auront leur autonomie dans le travail, mais sauront que tout ce qui appartient à l'État doit être géré avec rigueur, de manière saine, pour que les actions à la base puissent être efficaces. Très bien. Ce qui est sûr, nous aurons le temps de revenir sur cette décision du gouvernement, du président de la République, par rapport au refus donné aux maires de ne engager aucune dépense, aucun recrutement et aucune nomination non plus. Nous aurons le temps d'y revenir sur d'autres plateaux. Nous allons faire le tour de table pour clôturer. Hafiz Sani, nous avons parlé des inondations dans nos villes, le début de la saison pluvieuse, on en est là. Il y aura plus certainement tous les jours. Et les techniciens annoncent une très grande pluviométrie cette année. Le problème d'inondation, c'est là. Vous allez dire votre mot de par rapport au dossier très rapidement. Merci. En fait, comme l'a dit M. Danganaro, le chef de l'État, il a dit
que lui ne considère aucun maire comme opposant. Donc, et cela dénote déjà de la volonté de l'État au niveau à accompagner les différentes communes dans leur projet de développement. Ensuite, il faut dire que les autorités municipales et les autorités communales aussi doivent prendre l'ampleur de la situation et vraiment par rapport à l'inondation, la gestion des ordures, etc. et pouvoir régler ces problèmes-là efficacement. C'est ce qui est attendu de la part des populations. Mais les populations aussi doivent essayer de réduire les actes incivisme, comprendre que la salubrité, notre environnement et la propreté de notre environnement comptent beaucoup et poser les actes pour ça. Et vraiment que j'espère bien que désormais nos communes, les populations et tous les acteurs qui interviennent dans ce problème-là pourront prendre l'ampleur de la situation et pourront gérer la situation comme il le faut. Très bien. Ensuite, Yavimi, votre conclusion par rapport aux deux sujets abordés ce matin. Oui, d'abord par rapport à l'inondation, je pense que oui, par le passé, ça a été un échec. Pendant des décennies, on n'a pas pu réussir à fédérer les actions histoire de mettre fin à ce problème-là, même si on a connu ici la dictature du développement, ça n'a rien pu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une politique où chacun pourra jouer son rôle, sa partition. C'est vrai, le président a dit qu'il n'y aura plus de maires opposants, de communes, de mairies, d'opposition, tout ça. Il faudrait aussi que, en retour, ces partis politiques, ces maires qui aujourd'hui, issus des partis de l'opposition, puissent aussi comprendre que voilà, c'est fini maintenant la politique, place maintenant au développement, et que nous devons, que l'on veuille ou non, accompagner le PAG. Parce que c'est à bas du PAG que les communes seront développées. Ils vont bénéficier. Il ne peut pas avoir PAG sans des actions dans les communes. Donc, il ne doit pas constituer des barrières pour l'exécution des projets du PAG dans leur commune. Ils doivent accepter, pas pour leur bien, mais pour le bien des citoyens, des populations de ces différentes communes. Très bien. Voilà. Merci. Ensuite, M. Ganaro. Ah oui, merci également. Je dirais que nous commençons par avoir l'espoir. Parce qu'il faut vivre d'espoir. Nous ne devons pas rester pessimistes, mais nous devons être optimistes que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui finiront par trouver des solutions. Surtout avec le gouvernement du président Talon. Nous le disons parce que les efforts qui ont été faits, n'est-ce pas, je le dis souvent, ne pensons pas que tout sera bon dans quelques semaines, dans quelques mois. Nous allons vivre encore les problèmes d'inondation. Les problèmes de déchets, ça continue. Dans la mesure où les maux que nous traînons aujourd'hui dans nos pays, les difficultés que connaissent aujourd'hui notre pays, ça n'a pas commencé par le régime du président Talon. Non, pas du tout. Depuis 1960, si nous voulons être honnêtes et francs, mais le Bénin, nous ne vivons pas le paradis. Les gouvernements qui sont passés avant le président Talon, ce n'est pas que nous vivions le paradis. Nous ne pouvons pas dire que l'inondation, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Les problèmes de déchets, ce n'est pas au temps du président Talon que ça a commencé. Nous traînions nos maux, nos difficultés depuis les indépendances. Et les gouvernements qui se sont succédés, malgré quelques volontés exprimées, quelques déclarations de bonne foi, n'ont pas pu régler tous ces problèmes-là. Donc ne pensons pas que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, le gouvernement qui est là aujourd'hui, avec une bâton magique, va régler en quelques semaines, en quelques mois, tous ces problèmes-là. Les efforts sont en train d'être faits, ça commence par être visible. Espérons que ces questions d'inondation-là, nous allons voir encore de l'eau un peu partout, mais avec cette volonté, les projets d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, les projets phares du programme d'action du gouvernement, n'est-ce pas? Les premières années, il y a eu du chuchotement, ceci, cela, rien ne se fait, mais aujourd'hui on a constaté que ces projets-là ont commencé par être concrets, par porter leurs fruits. Espérons que d'ici quelques années, n'est-ce pas, nous allons pouvoir régler de manière durable tous ces problèmes-là avec la conjugaison des efforts du pouvoir central, du pouvoir local, des conseils communaux qui sont actuellement installés et qui vont gérer les communes autrement
que par le passé. Nous espérons que tous ces problèmes vont trouver des solutions durables. Très bien. Merci à vous, chers invités. Merci d'être venus. Sani Hafiz, enseignant, acteur politique, membre d'un parti politique. Du Bloc républicain. Merci. Merci de répondre. Réclamer. Merci de répondre à notre invitation. Nous avons également Hospice Yavimi Routon. Il est linguiste, journaliste également, qui a répondu à notre invitation. Merci d'être là. Eloge Galaro, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, que nous aurons la chance de retrouver dans les kiosques et dans vos comment dirais-je, dans vos différentes entreprises de presse, les télévisions, les organes, les radios et autres là. Très bien. Nous sommes là pour accompagner aussi l'État. Parce que l'information informée, c'est également contribuer aux efforts du développement du pays. Mieux informé. Voilà. Merci à vous. C'était donc la causerie matinale. Mais avant de vous quitter, nous allons très rapidement revenir sur la une du quotidien partenaire Le Matinal qui titre, donc bien sûr, 4e mandature de la décentralisation, les 77 maires installés, avec la photo de quelques-uns et quelques-unes des maires. Et il y a aussi 4 femmes, c'est ce que nous écrit Le Matinal, 4 femmes, 7 retours. Au total, l'UP a 41 maires, le BE 29, FCBE 7. Et puis, autre information, le Bénin, toujours avec Le Matinal, le Bénin a enregistré son 4e décès du Covid-19. Ce sera donc tout pour le matin de ce mardi 9 juin 2020. Merci d'être resté avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est demain, dès qu'il sonnera 6h30.